Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Alors, bonjour, mon nom est Jean-Pierre Gagné, bienvenue à ce nouvel épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Nous sommes aujourd'hui à Montréal, sur le plateau Mont-Royal pour enregistrer cet épisode. Nous sommes près de la circulation, vous pourriez entendre des sirènes d'ambulance ou de camions de pompiers à tout moment et on s'en excuse. La pandémie semble vouloir... tout au moins s'apaiser. Donc, on a le bénéfice, ou j'ai le bénéfice aujourd'hui de revoir une amie que je n'ai pas vue depuis décembre 2019. Donc, c'est avec grand plaisir que je reçois aujourd'hui le Dr Julie Allette, qui est chirurgienne à Toronto. Julie, bonsoir. Bonsoir. Alors, Julie, j'ai parcouru ton CV, puis après 90 pages, je me suis tanné, donc... je reviendrai simplement sur quelques éléments. Donc, tu as terminé ta médecine en 2006 à l'Université Laval, ta chirurgie générale en 2011, et ensuite, tu as entrepris un fellowship à Toronto en chirurgie hépatobiliaire et oncologique qui s'est terminé en 2015. Et tu pratiques actuellement à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. Exactement. Si on voulait comparer l'hôpital Sunnybrook à un hôpital québécois en termes de taille, de volume d'activité, tu penserais à quoi? Peut-être que tu connais plus les hôpitaux de Québec que de Montréal, mais... Oui, je dirais que c'est un très gros hôpital académique, donc probablement de la taille du nouveau CHUM à Montréal, au moins. Faut savoir qu'à Toronto, c'est à peu près 5 millions de population dans la région de Toronto, et Sunnybrook, c'est un des plus gros hôpitaux académiques de la région. Donc, on a plusieurs gros programmes, dont le plus gros programme de trauma au Canada. Je pense qu'on est le 6e programme d'oncologie en Amérique du Nord. Et on a aussi des programmes en neurosciences, en chirurgie cardiaque et au niveau des femmes et des grossesses à risque. Donc, c'est un immense hôpital qui a beaucoup de programmes tertiaires et quaternaires dans le système de santé. Je sais pas la taille exacte en termes de nombre de lits, mais je pense que ça doit se comparer à des super hôpitaux qui ont maintenant été créés dans la région de Montréal. Ta pratique, dans les faits, c'est quel domaine exactement là, pour les gens qui connaissent moins la chirurgie ou qui sont plus profanes? Oui, donc je fais de la chirurgie de cancer. Donc, essentiellement, 90% de ce que je fais, c'est de la chirurgie de cancer. Et je me surspécialise en chirurgie de cancer en foie et pancréas. Donc, tout ce qui est cancer primaire du foie ou des métastases, un autre cancer qui sont rendus jusqu'au foie, cancer du pancréas. Et puis, au sein de ça, je fais aussi... de la chirurgie en ce qu'on appelle les tumeurs neuroendocrines, qui sont un type de tumeur un peu plus rare, dans lequel on se surspécialise dans mon institution. Donc ça correspond peut-être à 25% de ma pratique en chirurgie de cancer. Les tumeurs neuroendocrines, donc, sont très rares. Nous, dans notre pratique de chirurgie générale, ou la mienne, qui a un petit volet d'oncologie, c'est exceptionnel. Comment tu fais pour avoir un volet de pratique en chirurgie neuroendocrine ou en tumeurs neuroendocrines pour des tumeurs qui sont... extrêmement rare par rapport aux cancers fréquents auxquels on peut penser, comme les métastases de cancer du côlon, par exemple? Bien, en fait, je bénéficie de ce que mon collègue avait créé avant que je ne sois recrutée. En fait, j'ai été recrutée pour participer dans cette clinique-là, qui est une clinique de tumeurs neuroendocrines spécialisée à Sunnybrook. Et c'était 2 oncologues, donc un oncologue médical, un oncologue chirurgien, qui ont décidé de créer cette clinique-là pour mieux servir les patients. Puis, j'ai un peu de difficulté maintenant parfois en français, donc on va le dire en anglais, mais comme on dit, build it and it will come. Donc, ils ont créé ce service-là et la demande a suivi. Donc, il y a eu énormément de références et parce que maintenant, cette clinique-là est bien connue, parce que ce sont des tumeurs qui sont difficiles à traiter, avec laquelle la plupart des gens n'ont pas d'expérience, on reçoit ces références-là là, régulièrement. Donc, on voit à peu près, je pense à l'heure actuelle, au-delà de 1500 patients avec des tumeurs neuroendocrines par année qui passent dans notre clinique. Ce sont des patients qui vont être opérés ou qui vont plus être orientés vers des traitements là, de chimiothérapie ou autre? Une combinaison des deux, je dirais. Donc, on travaille en équipe multidisciplinaire. On a une clinique qui est organisée de manière un peu particulière.
dans le sens que tous les patients qui nous sont référés vont être évalués de manière simultanée par un oncologue médical, un radio-oncologue et un chirurgien-oncologue. Et puis, à partir de là, on fait des plans de traitement. Donc, probablement que à peu près un tiers des patients vont être opérés. Et puis, les autres vont avoir des combinaisons de traitements, là, chimiothérapie, autres thérapies médicales, thérapie de radiation ou maintenant la thérapie en médecine nucléaire qui se fait là. Quand je t'ai connue comme résidente, tu étais impliquée au niveau de l'Association des médecins résidents du Québec, puis j'ai été surpris, en même temps intéressé par le fait que tu avais fait partie d'un comité de pères aidants au début des années 2010, alors pour un peu le bien-être des résidents, chose qui était peut-être pas nécessairement à l'agenda à l'époque par rapport à ce que c'est aujourd'hui, là. As-tu qu'est-ce que le souvenir tu retiens de ça, ou est-ce que c'était quelque chose qui était d'envergure, ou c'était un petit comité un peu c'était un comité un peu plus petit. En fait, ça faisait partie des rôles qu'on avait comme administrateur ou comme membre de l'Association des médecins résidents. Quand il y avait des résidents en difficulté qui avaient à passer à travers les différents comités de la faculté ou devant leur comité de programme ou le comité de rémédiation, on leur offrait la présence d'un co-résident pour les supporter là-dedans. Puis souvent, c'est des résidents de l'Association des médecins résidents parce qu'on avait une connaissance du système puis des rouages un peu du fonctionnement de ce à quoi ces résidents-là allaient faire face. Donc, nous, ce qu'on faisait, c'était le support que ces résidents-là voulaient avoir. On assistait aux réunions avec eux, on les débriefait après la réunion. C'était vraiment un support par les pairs, plus pour qu'ils aient une oreille attentive et quelqu'un vers qui se tourner. Fait que je pense que c'était vraiment le début des programmes d'aide, là. Ça avait été mis sur pied de manière un peu ad hoc, mais je pense que c'était très, très apprécié à l'époque. Alors, puis est-ce qu'actuellement, tu es encore impliqué dans ce type d'activité-là? Ou? Ce type d'activité-là, directement, non. Mais je pense que maintenant, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup plus de focus sur l'égalité, la diversité, l'inclusion. Puis j'ai continué à faire du travail dans ce sens-là. Donc, j'ai dû faire des choix dans ma carrière, dans le sens que je ne peux pas tout gérer de la même façon ou l'idée tous ces aspects-là. Donc, je me concentre plus sur la recherche clinique à l'heure actuelle. Mais pour ce qui est de l'équité, diversité et inclusion, je vais faire partie des comités puis je vais supporter ce que d'autres vont l'idée finalement. Donc, je fais partie du comité où on va aller parler aux étudiants en médecine de ce que c'est d'être chirurgien, où on veut les exposer à des femmes chirurgiennes, à des personnes de couleur qui sont allées en chirurgie pour qu'ils aient une idée du background qu'on peut avoir pour devenir chirurgien. Je fais partie des comités où on essaie d'établir des politiques maintenant qui permettent d'avoir plus d'égalité, d'inclusion et de diversité. Donc, par exemple, je fais partie du comité de ce comité d'équité et de diversité pour la chirurgie générale à l'Université de Toronto. Je représente mon hôpital. Puis je vais supporter des initiatives comme, à l'heure actuelle, c'est le mois des Autochtones au Canada. Donc pour ça, notre chef de la division, on nous a lancé un défi et a demandé au plus de membres de la division possible de faire une formation sur ce qu'on appelle cultural safety. Je m'excuse, mon français devient un peu plus difficile ces jours-ci. Mais donc, pour avoir, ce qu'on voudrait avoir, c'est au-delà de 50% des membres à l'Université de Toronto en chirurgie générale qui font cette formation-là. Donc, moi, mon rôle, c'est d'aller m'assurer que mes collègues vont s'inscrire et qu'on ait le plus haut taux de participation possible. Tu parlais d'aller voir les résidents pour leur expliquer c'était quoi la vie de chirurgien ou de chirurgienne au quotidien. Toi, je sais que tu fais beaucoup de recherches, là, la répartition de ton travail, ça ressemble à quoi? Donc, en fait, avant la pandémie, parce que pendant la pandémie, la répartition du travail, c'est ce qu'on nous demande de faire au jour le jour. Mais avant ça, c'est surtout, en fait, 50% de recherche, 50% en travail clinique, ce qui est une des trajectoires à l'Université de Toronto comme chirurgien-chercheur. Ça veut dire une journée de clinique le lundi, typiquement. Ensuite, une journée en salle d'opération le mardi. Mercredi, jeudi, 2 journées de recherche à temps complet. Et puis, le vendredi, une semaine sur 2, j'ai la clinique des tumeurs neuroendocrines toute la journée. Donc, entre 2 et 3 jours dédiés à la recherche par semaine. Puis, c'est un profil que tu comptes garder ou est-ce qu'un pourrait prendre plus de place par rapport à l'autre dans le futur? Je pense que ça dépend si ça va bien aller ou pas, là, celui qui va prendre le plus de place.
La recherche, je pense que je vais continuer à le faire tant que je vais avoir du plaisir à le faire, puis tant que ça va bien se passer. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que tant que je vais avoir des subventions, puis que je vais être capable de financer la recherche, je vais continuer. Si les subventions deviennent plus difficiles, ça se pourrait que je me concentre plus sur la clinique à ce moment-là. Donc, je pense que je vais prendre ça au jour le jour, de subvention en subvention, finalement, pour voir où ça va me mener. En termes de chirurgie élective, tu fais pas de chirurgie générale, disons. Là. Tu ne feras pas d'hernie inguinale ou de chirurgie anale ou autre. Donc, Non, c'est quelque chose que j'ai presque complètement délaissé. Là. Je fais 4 semaines par année de chirurgie d'urgence, qu'on appelle, où je peux être amenée à faire ces cas-là en urgence. Mais autrement, c'est principalement juste de la chirurgie cancer, foie, pancréas et un peu de ce qu'on appelle digestif haut, donc estomac, œsophage, intra-abdominal également. Ça veut dire que dans les faits, tu as rarement de petites opérations. Là, pour le chirurgien général, parfois une journée opératoire, avoir des chirurgies vraiment pas mineures, mais presque. Dans ton cas, ça n'arrive pas. Là. Toutes les chirurgies sont majeures. Là, ça arrive plutôt rarement, oui. Mes chirurgies mineures, c'est une résection intestinale pour tumeur neuroendocrine. Là, tu devrais faire ça jusqu'à quel âge à ce moment-là? Faire tout le temps de la chirurgie majeure sans la porte de sortie là, des petites opérations? Là, c'est une très bonne question à laquelle j'ai déjà pensé puis à laquelle j'essaie de pas trop penser parce que j'ai pas la réponse à ça. C'est effectivement excessivement demandant, là, à la fois mentalement et physiquement. Là. Donc, je sais pas, j'ai vu beaucoup de mes collègues qui vont avoir des carrières un peu alternatives. Là. À un certain moment, ils vont se diriger vers des trajectoires de leadership ou d'administration. Donc, pour moi, ce sera peut-être la recherche plus tard. Là, on va voir où ça va me mener. Mais effectivement, c'est quelque chose que j'ai en arrière de la tête, mais auquel j'essaie de pas trop penser parce que j'ai pas de réponse. Cette lourdeur des cas-là au bloc opératoire, ça se transpose en clinique externe aussi. Dans les cliniques, tous les cas sont des cas de cancer. Est-ce que c'est au quotidien, est-ce que c'est lourd de traiter seulement des patients oncologiques? Puis dans ton cas, je présume une bonne proportion de patients qui ont des métastases. Est-ce qu'on s'habitue à ça ou est-ce que... Je pense que c'est comme un peu tout. On s'habitue puis on choisit aussi ce qu'on aime. Moi, c'est des maladies que je trouve qui présentent de très beaux défis. Puis je pense que si j'avais pas ces défis-là, je m'ennuierais un peu dans ce que je fais aussi. Mais c'est sûr que le côté humain peut être très lourd avec les patients ou les décisions qu'on a à prendre des fois sont très difficiles. Là, puis c'est à chaque cas. Je dirais que ce qui rend les choses plus faciles, c'est l'équipe avec laquelle on travaille. J'ai une équipe il y a 3 autres chirurgiens qui font de l'hépatobiliaire, donc foie, pancréas en cancer avec moi. Une équipe d'oncologues médicaux, de radio-oncologues. Ce qui fait que on n'est jamais tout seul à avoir à faire affaire avec cette lourdeur-là des cas ou lourdeur-là au bloc opératoire. On a toujours d'autres qui sont autour pour nous supporter. Puis au bout du compte, c'est la reconnaissance des patients. On oublie complètement ce qu'il a fallu qu'il soit fait auparavant, là, que ces patients-là sont reconnaissants, sont heureux, puis quand ils vont bien, c'est la meilleure récompense qu'on peut avoir. Là. Travaillez-vous en équipe multidisciplinaire, même en clinique? Quand tu vas voir un patient, l'oncologue médical va être le bureau d'à côté, radio-oncologue ou autre, là, puis le patient va avoir un peu là, une évaluation complète dans la même visite? Oui, on essaie de faire ça le plus possible. Donc, on a des cliniques où les 3, donc médicales, radio-oncologie et chirurgie sont ensemble. On ne voit pas nécessairement tous les patients ensemble parce qu'on travaille beaucoup avec d'autres centres. La chirurgie hépatobiliaire en Ontario, c'est un peu différent du Québec dans le sens qu'on est très régionalisé. Donc, il y a seulement 10 hôpitaux dans toute la province qui sont autorisés à faire de la chirurgie de foie et de pancréas. Ce qui fait qu'on voit des patients qui viennent de régions, qui viennent de la banlieue de Toronto, qui sont vus par des oncologues médicaux, des radio-oncologues plus près de chez eux. Et nous, on va les opérer là, à Sunnybrook ou dans d'autres hôpitaux de la région de Toronto. Ce qui fait qu'on travaille beaucoup en partenariat avec les oncologues et les équipes multidisciplinaires dans d'autres centres, ce qui est un très beau travail de collaboration. Là. Ça aussi, c'est un défi très intéressant, mais qui nous permet d'avoir à la fois un service surspécialisé pour les patients en termes de chirurgie, mais aussi de garder des composantes du traitement là, qui sont le plus près de chez eux possible pour pas qu'il y ait trop de fardeau de déplacement. Tu as ouvert la porte sur la comparaison Ontario-Québec, donc il y a plus de centralisation en Ontario, donc ce qui est perçu comme un bénéfice pour les patients. Là. Je pense que les gens s'entendent pour ça.
Il y a parfois des enjeux politiques liés à ça, notamment au Québec, où dans certains milieux, les gens veulent garder la clientèle. Il y a des patients qui ne veulent pas se déplacer non plus nécessairement très loin de leur milieu pour avoir des soins parce qu'ils ne perçoivent pas les bénéfices liés à la centralisation des soins. Là, ça fait 10 ans que tu as quitté le Québec. Donc, quelle autre comparaison pourrais-tu faire entre les deux systèmes là, qui t'apparaissent flagrantes là, aujourd'hui? Je pense que ça, en tout cas dans mon domaine en cancer, c'est une des plus grosses différences. Là. Puis c'est vrai ce que tu disais à propos des patients qui ne veulent pas nécessairement se déplacer. Là. Il y a des études qui ont été faites où on a demandé aux patients combien de temps ils seraient prêts à se déplacer pour sauver 1% de mortalité, là, 1% de risque de décéder d'une chirurgie. Puis on augmentait ça, on augmentait. Puis le moment où les patients acceptaient de se déplacer, c'est quand on augmentait de 30% le risque de décès. En risque relatif ou absolu? En risque absolu. Ah. Tandis que ces gens-là, les mêmes personnes, seraient prêtes à se déplacer pour avoir un rabais chez Walmart de quelques dollars. Ils vont aller au Walmart d'à côté, puis ils vont se déplacer plus loin. Fait que ça, c'est intéressant quand même à penser. Là. C'est-à-dire que la valeur, des fois, en système de santé n'est pas nécessairement comprise. Donc, en Ontario, ce système-là a été implanté il y a plusieurs années maintenant. Là. Moi, je suis arrivée, c'était déjà très, très bien implanté dans la province. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup de directives qui proviennent du ministère de la Santé ou de ce qu'on appelle Cancer Care Ontario, qui fait partie du ministère de la Santé puis qui gère les services de cancer. Par exemple, en chimiothérapie, il y a seulement certains traitements de chimiothérapie qui sont acceptés, qui vont être remboursés par le ministère de la Santé. Un des exemples en cancer colorectal, c'est un patient qui a des métastases hépatiques qui ne peut pas être opéré. La chimiothérapie qui va être remboursée par le gouvernement, c'est quelque chose qu'on appelle le FOLFIRI. Alors que si le patient pourrait être opéré, à ce moment-là, on peut utiliser une autre chimiothérapie qui s'appelle le FOLFOX. Mais les règles sont très strictes. Alors qu'au Québec, les oncologues médicaux peuvent utiliser l'un ou l'autre à leur discrétion. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau de comment on utilise les traitements de cancer ou en radiologie diagnostique, les PET scans, par exemple. Moi, je me rappelle quand j'étais au Québec, on avait des PET scans quand on les voulait. Là. C'est un examen spécialisé en médecine nucléaire. Et en Ontario, il y a des critères très, très stricts. Par exemple, en métastase colorectale, on ne peut pas avoir de PET scan à moins de faire une demande particulière, d'envoyer une lettre qui explique la situation, qui va être révisée par une équipe médicale au ministère de la Santé. Donc, il y a beaucoup plus de gestion très, très serrée des ressources. Ce que je pense que c'est une bonne chose dans certains aspects, dans le sens que c'est plus basé sur les évidences, on va sauver un peu plus de ressources, mais des fois, je dois dire que je vois les équipes et on s'ennuie un peu de la latitude ou l'indépendance de pratique qu'on pouvait avoir au Québec. Question peut-être un peu délicate parce que tu as peut-être des collègues de Toronto qui vont écouter l'entrevue, mais au niveau de la qualité des soins, disons, là, on a parlé un peu de la structure administrative, mais la qualité, disons, de la chirurgie, penses-tu qu'il y a un milieu ou une province qui se démarque par rapport à l'autre ou les soins sont d'une qualité égale dans les deux provinces? Moi, je pense qu'en général, les soins sont d'une qualité égale dans les deux provinces. Je dois dire que d'avoir été formée au Québec, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il se fait des choses extraordinaires au Québec. Là, des soins de santé fantastiques qui sont prodigués. Et je pense que des fois, le Québec n'est pas reconnu à sa juste valeur dans cet aspect-là, contrairement à l'Ontario qui parle haut et fort de ce qu'ils font. Là. Je pense qu'au bout du compte, les soins sont excellents dans les deux provinces. Là. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Voulais-tu être médecin, chirurgien là, dès un très jeune âge ou t'as envisagé d'autres options? Oui, très, très jeune âge, je voulais être ballerine. Ça a vite arrêté. C'était pas une carrière dans laquelle j'allais m'épanouir. Quand j'ai fini au secondaire, moi, je voulais étudier en littérature française. Ça faisait pas très plaisir à mes parents, mais moi, c'est ce que je voulais faire. Donc, finalement, j'ai été au cégep dans un programme qu'on appelle Sciences, Lettres et Arts, qui me permettait de continuer à faire des sciences sociales, étudier la littérature, mais aussi faire des sciences pures. Et quand j'ai fait plus de sciences pures, de biologie, chimie et tout ça, j'ai décidé de vouloir aller en médecine initialement pour être psychiatre. Moi, c'est ça que je voulais faire, je voulais devenir psychiatre. Puis j'ai un peu changé de direction pendant mon cours de médecine. Puis si aujourd'hui, tu n'étais pas chirurgienne, tu te verrais... ou si tu n'étais pas médecin, disons, tu te verrais dans quel secteur d'activité?
Pas ballerine, donc... Non, pas ballerine. Je pense que la littérature française, ça m'intéresse toujours, mais pas au point d'en faire une carrière. J'aurais probablement été en droit. OK. Et j'aurais probablement été faire un cours de droit pour être avocate. C'est intéressant parce qu'on avait Roger Grégoire en entrevue il n'y a pas longtemps, puis c'est son deuxième choix également. On parlait de la comparaison entre l'Ontario et le Québec. Là, le balado va être diffusé en différé, mais on est dimanche le 27 mai aujourd'hui. Et demain, les Canadiens entreprennent leur première finale de Coupe Stanley depuis longtemps. Toi, tu es une chirurgienne de Québec à Toronto. Est-ce que tu es obligé de surveiller tes pneus d'auto quand tu sors du bloc opératoire? Est-ce que tu te sens menacé ou intimidé? Menacé, je dirais pas intimidé non plus. Les fans des livres sont très mauvais perdants, sont aussi très mauvais gagnants en général. Je ne sais pas me faire des amis ici, mais c'est toutes des choses que j'ai déjà dites ouvertement. Mais non, je pense qu'il y a beaucoup de rancœur. Depuis le début des séries, je porte un chapeau en salle d'opération à l'effigie du Canadien de Montréal. Pendant la première série, j'ai eu droit à beaucoup de moqueries. Jusqu'à Surtout quand Toronto menait 3-1. Surtout quand Toronto menait 3-1 et que je disais à tout le monde, c'est pas fini, tant que c'est pas fini, on a encore bien du hockey à jouer. Et puis, j'ai finalement eu raison. Donc, maintenant, les regards que j'ai, c'est soit des gens qui veulent juste revoir la Coupe au Canada, puis qui vont me voir dans le corridor, qui disent « Go Habs Go » parce que j'ai mon chapeau des Canadiens. Et les autres, ceux qui me disent j'espère que vous allez perdre, c'est bien tout ce que vous méritez. » Mais je pense qu'ils ne pensent pas vraiment, ils sont juste jaloux. Il faut les comprendre, ça fait plus que 50 ans qu'ils n'ont pas vu une Coupe Stanley. Avant d'aller à la pause, as-tu une devise, un mantra, une parole que tu répètes souvent ou que tu te répètes à toi puis qui dicte tes conduites ou tes pensées? Je pense que en onco, c'est quelque chose de très classique. Il y a beaucoup de personnes qui diraient la même chose. Il y a un chirurgien américain qui avait dit il y a plusieurs années Biology is king. Puis ce qui veut surtout dire que peu importe quand on traite le cancer, là, finalement, c'est la biologie du cancer qui va dicter ce qui va arriver au patient. Il ne faut pas qu'on pense comme chirurgien qu'on peut aller outre la nature du cancer lui-même. Il faut qu'on fasse attention à pas blesser ou à pas heurter les patients plus par nos traitements que ce qu'on les aide. Fait que ça, je pense qu'il faut toujours qu'on s'en rappelle. Donc, tu disais que c'est la biologie qui est le roi. Ça m'amènerait à une dernière sous-question avant la pause. C'est est-ce que la profession de chirurgien oncologue, ça pourrait disparaître? Penses-tu qu'on pourrait arrêter d'opérer les cancers un jour, selon toi, là, dans tes rêves les plus fous? Et si oui, sur un horizon de combien de décennies? Un jour, on pourrait, mais pas pendant que toi et moi, on va encore être en vie. Là. Ça, je pense pas, mais... Il y a trop de chemin à faire encore. Il y a trop de chemin à faire, mais si on regarde un peu là, les traitements ciblés qui sont à l'heure actuelle, l'immunothérapie, par exemple, on voit des tumeurs là, qui, j'ai pas un meilleur mot pour ça, là, mais qui vont complètement fondre sous traitement parce que maintenant, on comprend mieux les particularités de chaque tumeur, donc on peut avoir des traitements qui sont plus ciblés. Donc, on voit des choses vraiment extraordinaires qui sont à l'heure actuelle. L'immunologie en oncologie, c'est un gros champ d'intérêt, ça se développe très, très rapidement. Ça, c'est une chose pour traiter les cancers. Puis l'autre chose, c'est la prévention. Je pense qu'il y a de plus en plus de prévention ciblée qui se fait, du dépistage ciblé également. Fait qu'éventuellement, un jour, oui, si ça arrive que j'ai plus de cancer au pays, ça va me faire très plaisir, mais je pense que ça n'arrivera pas pendant ma carrière. Quand tu parles de dépistage ciblé, donc on parle de dépistage chez les gens qui ont des facteurs de risque ou des histoires familiales ou des choses comme ça? Des facteurs de risque ou une meilleure compréhension des risques génétiques aussi, là. Fait que du risque individuel, puis éventuellement de comment on va pouvoir prévenir ce risque-là. Ça viendrait peut-être à remplacer les dépistages de masse, comme les problèmes de dépistage du cancer du sein, par exemple. Oui, éventuellement, c'est ce qu'on espère. Parfois remis en question. Oui. Excellent, merci. Alors, on prend une petite pause. On vous revient dans quelques minutes. C'est maintenant le moment d'une courte pause. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation de Wittissimo, une boutique en ligne pas comme les autres et qui est en plein développement. Visitez notre boutique en ligne au www.wittissimo.ca au www.wittyssimo.ca Wittissimo.ca.
Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Alors, nous sommes de retour après cette courte pause. Toujours avec Dr. Julie Allette, chirurgienne oncologue et hépatobiliaire à l'hôpital Sunnybrook de Toronto. La pandémie est à la mode, évidemment, donc puis je profite de ta présence pour te demander un peu ta vision des choses, toi qui étais dans la plus grande ville au Canada. Est-ce que tu te rappelles là, quand ça a commencé, là, puis le shutdown, si on veut, ou le confinement, l'arrêt des activités, où tu étais, puis comment tu as vécu ça? J'étais supposée aller en Espagne pour un congrès qui a été annulé à cause de l'alerte de la COVID. La pandémie n'avait pas été déclarée globalement ou au Canada à ce moment-là. Et finalement, plutôt d'aller en Espagne, j'étais venue à Montréal parce que c'était ma fête. Alors, j'avais été souper avec des amis la veille au Montréal Plaza, ici à Montréal. Et on riait un peu en se disant, on ne sait pas si ça va arriver chez nous, faut pas qu'on se touche. Puis on trouvait ça, on rigolait. Et finalement, le lendemain, la pandémie, le confinement a été annoncé par François Legault. L'Ontario a suivi peut-être une semaine après. Mais donc, quand ça s'est fait, moi, je devais repartir vers Québec pour la fête d'une amie. Et donc, j'ai annulé mes plans pour aller à Québec. Je suis retournée à Toronto immédiatement parce que l'hôpital nous a rappelé, a demandé que tous les médecins soient disponibles et nous a interdit de voyager à partir de ce moment-là. Donc, je suis revenue en catastrophe vers Toronto. Puis, ça a pris bien du temps après avant que je revoie le Québec. As-tu des collègues qui ont été malades dans ton entourage, à l'hôpital, des gens qui ont été malades ou même qui seraient décédés? Oui, il y a quelques personnes qui ont été malades, personnes que je connaisse personnellement qui ont été gravement malades ou qui soient décédées. Mais on a quelques personnes de notre équipe qui ont eu la COVID. Je dois dire qu'on a été très bien protégés dans notre hôpital. Là. Il y a eu beaucoup de critiques à propos des équipements de protection, de la façon dont les hôpitaux ont géré ça. À Sunnybrook, on a été très, très chanceux. Là. Tout a été pris très au sérieux, des politiques qui ont été établies rapidement pour les équipements de protection, le port du masque universel là, pour tous les professionnels dans l'hôpital, une politique très claire sur l'utilisation des N95 pour les patients COVID au bloc opératoire. Donc, on a été très, très bien protégés, mais je pense qu'il y a eu très peu de personnes de la santé dans notre hôpital là, qui ont été malades. Ici au Québec, je pense que globalement, le gouvernement Legault était apprécié là, par la population puis la conduite des affaires durant la pandémie. De l'extérieur, on a l'impression que le gouvernement Ford a trouvé ça un peu plus difficile. Donc, de ton point de vue, toi, ce que le gouvernement de l'Ontario a fait, qu'est-ce qui était moins bon ou qu'est-ce qui a fait que les gens étaient insatisfaits? Oui, je ne sais pas si le gouvernement Ford a trouvé ça un peu plus difficile, mais la population de l'Ontario a trouvé ça un peu plus difficile, ce que Ford faisait. Pendant la première vague, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont été un peu plus tard sur le Québec, mais le Québec a vraiment été un leader à ce moment-là dans tout le Canada. Mais tout a été fermé. Il y a un confinement, un ordre de rester à la maison qui a été annoncé. Puis on a complètement fermé les salles d'opération, les activités électives, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc la première vague, c'est plutôt bien passé, a été plutôt bien gérée. Je pense que le problème, c'est que la première vague a bien été, finalement. On avait peur qu'il nous arrive ce qui est arrivé en Italie ou aux États-Unis, puis ça n'a pas été le cas. Donc, après ça, quand la deuxième et la troisième vague sont arrivées, les choses n'ont pas été prises au sérieux de la même façon par les autorités gouvernementales. Et il y a eu énormément de délais à d'abord reconnaître qu'on avait une autre vague qui arrivait et puis mettre en place les mesures nécessaires. Même au pire moment de la troisième vague, il y avait encore des activités de construction de condos, des films qui se tournaient à Toronto, des vidéoclips, des shootings photos. Les écoles n'ont jamais été complètement fermées avant qu'il soit très, très tard dans la vague. Il n'y a aucune mesure qui a été mise en place pour la ventilation dans les écoles, par exemple. Donc, je pense que le problème, ça a été la gestion de la deuxième et la troisième vague, de tout faire trop tard. Et puis, quand on met les mesures en place trop tard, mais elles ne sont pas aussi efficaces, donc elles sont remises en question. Et ça a été le gros problème. C'est ce qui fait qu'en Ontario, la troisième vague a été absolument horrible.
Et ça doit être des décisions difficiles parce que tu parlais juste des fermetures des écoles au début de la pandémie. Je me rappelle avoir entendu le maire de New York dire qu'il hésitait à fermer les écoles parce que c'était le seul endroit où beaucoup d'enfants de New York étaient en sécurité. Puis c'était le seul endroit où beaucoup d'enfants de New York mangeaient. Donc, en gardant les enfants à la maison, on créait un paquet de dommages collatéraux. Donc, c'est un seul exemple. C'est quelque chose, j'ai l'impression que le Québec, de ce que j'ai compris, a mieux fait que l'Ontario, dans le sens qu'ils ont, à la deuxième et la troisième vague, annoncé un confinement puis une diminution de beaucoup d'activités afin de protéger les écoles. Donc, on va arrêter beaucoup d'autres choses pour faire en sorte que les enfants puissent continuer à aller à l'école pour toutes les raisons que tu as mentionnées. Tandis qu'en Ontario, les écoles étaient toujours les premiers à écoper. Ils voulaient protéger l'économie, protéger la business, plus que beaucoup d'autres choses. Du moins, c'est la perception que la population en a eue. Je pense que c'est pour ça que le gouvernement Ford pourrait avoir un peu de difficulté aux prochaines élections qui arrivent très rapidement. Penses-tu que cette pandémie-là va avoir fait de toi un meilleur médecin? Est-ce que ça a un impact sur ta vision de la pratique médicale ou ça va demeurer comme un aparté? C'est dur à savoir. Je pense que c'est le futur qui va nous le dire un peu. Je pense que ça m'a fait un meilleur team member. Là. Je pense qu'on travaille mieux en équipe qu'on travaillait avant. On a été mis dans des circonstances exceptionnelles qui a fait qu'on a tous dû laisser de côté nos préférences individuelles et travailler mieux en groupe. Donc ça, je pense que ça va rester. Et ça m'a permis aussi d'être plus capable de m'adapter. De ne pas rester juste encacané dans ma pratique, dans mes habitudes, puis de me rendre compte que finalement, je peux m'adapter puis que ça va bien aller quand même. Donc ça, je pense que ça va rester. Puis le travail d'équipe au niveau de tous les hôpitaux, je pense que ça va être un plus dans le futur. As-tu personnellement eu peur de tomber malade ou d'en mourir ou tu te trouves trop jeune encore pour ces considérations-là? Je pense pas que je sois trop jeune pour ces considérations-là. Quand on voyait ce qui se passait en Italie, moi j'avais des collègues avec qui j'avais travaillé auparavant qui sont maintenant médecins en Italie. C'est des histoires d'horreur qu'on entendait là-bas. Donc, quand tout ça a commencé, oui, moi j'avais très peur. Aller à l'hôpital, pour moi, c'était effrayant. On savait pas ce qui allait se passer, on savait pas à quoi s'exposer. Je pense pas qu'il y a aucun de nous, quand on décide de devenir médecin, qui pensait qu'on aurait à faire quelque chose comme ça dans notre pratique. Donc, oui, j'avais peur, on le faisait quand même, mais c'était très effrayant. Puis je pense que au fur et à mesure, on a compris ce qui se passait un peu mieux, puis on a appris à se protéger, puis à gérer le risque. Mais je veux dire que quand tout ça a commencé, j'avais appelé ma mère pour lui dire si jamais j'attrape la COVID, que je vais aux soins intensifs, bien, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. Puis ça, c'est mes amis qui sont intensivistes à Toronto, puis ils parlent français, ils vont pouvoir te parler. Puis elle voulait rien entendre, elle voulait pas m'en parler. Elle me dit, ça t'arrivera jamais. Je dis, écoute, il faut être prêt à tout. Puis finalement, je pense que, un peu comme tout dans la première vague, ça s'est mieux passé que ce qu'on croyait, puis on a appris à vivre avec. Quelle note donnerais-tu au gouvernement du Canada pour sa gestion de la pandémie sur 10? Mais ça, c'est dur parce que le problème, c'est que le gouvernement du Canada n'a pas tant de pouvoir avec la gestion de la pandémie. C'est le réseau de la santé, c'est beaucoup de décisions qui relèvent du niveau de palier provincial. C'est pour ça qu'il y a autant de différences à travers toutes les provinces. Fait que dans ce qu'eux peuvent contrôler sur 10, 6,5 ou 7. Parce que la chose, je pense, qu'ils ont fait moins bien, c'est les vols internationaux puis de complètement fermer le Canada. Il y avait moyen de plus fermer le pays de la manière dont l'Australie l'a fait, par exemple. Puis ça n'a pas été fait. C'est toujours pas fait, d'ailleurs. Mais à part ça, je pense qu'ils ont fait un bon travail. Là. Ils ont été chercher beaucoup de vaccins. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de critiques à ce niveau-là. Mais pour un pays qui ne produit pas les vaccins lui-même, je pense qu'on s'en sort plutôt bien. Là. En même temps, j'ai tendance à penser qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas au sujet de cette maladie-là. On revient au final de la Coupe Stanley. Les arénas américaines sont pleines. Des 16, 17, 18, 20 000 personnes. Puis j'aurais tendance à dire que ça va être des foyers d'éclosion extraordinaires. Puis ça a l'air relativement sous contrôle. Alors qu'ici, à Montréal, les Canadiens vont jouer devant 3500 personnes. Puis ça, c'est en poussant. Là. Donc, il y a des choses mystérieuses. Oui, exactement. Dirais-tu qu'on a au Canada un bon système de santé? Je pense qu'on a un excellent système de santé.
d'un système de santé qui pourrait potentiellement être mieux géré, où on aurait des professionnels de la santé qui sont plus heureux, oui. Mais on a un excellent système de santé dans le sens que si le but d'un système de santé, c'est de prodiguer des soins de qualité à la population, mais ça, c'est fait. Puis je pense aussi bien que des systèmes de santé comme les États-Unis, où on entend souvent... J'ai souvent des patients qui viennent me voir, puis la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que je devrais avoir une deuxième opinion aux États-Unis, ou j'ai les moyens de payer, est-ce que je devrais y aller? Puis au bout du compte, on prodigue la même qualité de soins. J'ai des collègues qui ont regardé les résultats, par exemple, en cancer du pancréas, en cancer de l'estomac, et on a la même survie, on a les mêmes résultats au Canada avec parfois des moyens qui sont bien différents. Donc, je pense qu'on a un excellent système de santé, mais il y a place à l'amélioration, comme dans toute chose. Puis, que penses-tu de la place du privé en santé? Est-ce que c'est quelque chose qui est bon, mauvais? C'est peut-être pas quelque chose auquel tu es confronté dans ta pratique, évidemment. Et, à l'heure actuelle, non, mais c'est quelque chose à laquelle on pense souvent parce que, je veux dire, comme partout, à cause du système public, il y a des choses qu'on peut pas faire et des traitements qu'on voudrait offrir à nos patients qu'on peut pas offrir. Ben, on a des limitations auxquelles on n'aurait pas envie d'avoir à faire. Donc, ça vient souvent à l'esprit. C'est aux États-Unis, je suis dans un système privé. Est-ce qu'on pourrait avoir accès à tout ça? Mais au bout du compte, je pense qu'avoir une certaine place au privé, ça pourrait être intéressant, mais tant que c'est très bien géré et qu'on conserve les principes de base du système public en termes d'accessibilité, d'équité. Le problème que je vois avec ça, c'est que les bons côtés que je vois au privé peuvent rapidement devenir de mauvais côtés, dans le sens que où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, là. Donc, à partir du moment où on va introduire certains aspects privés, mais il y a des gens qui vont vouloir en profiter, des gens qui vont vouloir gamer le système. Puis ça me ferait un peu peur. Mais je pense que ça peut être intéressant. Tant que c'est très bien géré, c'est dans des petites portions du système de santé, que c'est pas appliqué à grande échelle. Des créneaux, là. Oui, exactement. Le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale? Ça peut inclure la résidence. D'avoir travaillé avec toi? Deuxième souvenir. Il y aurait deux choses, mais quand j'ai passé mes examens de chirurgie générale, quand j'ai su que j'avais terminé, puis que j'allais être chirurgienne, puis que c'était fait, puis que personne pouvait me l'enlever, ça c'était un soulagement, puis c'était un très beau souvenir. Oui, on se rappelle de ça. Sinon... j'ai un patient en particulier qui était atteint de tumeur neuroendocrine que j'ai traité pendant 5 ans. Il passait à travers plusieurs chirurgies, plusieurs lignes de traitement. Puis cet homme-là est finalement décédé. Et quand sa conjointe est venue nous remercier en personne, ça a été quelque chose de très, très particulier, là. Son conjoint était décédé déjà. Elle a pris le temps de faire plusieurs heures de route, de venir nous voir au centre d'oncologie. Pour remercier l'équipe en personne. Puis à chaque année, maintenant, elle fait des levées de fonds pour les tumeurs neuroendocrines. Puis ça a été un souvenir très particulier. Ça ne doit pas être la levée de fonds la plus facile à faire. Je dirais pas que c'est une maladie orpheline, là, mais c'est pas aussi glamour que le cancer du sein, pour dire quelque chose, qui est vraiment en haut là, du palier. Donc, comment est-ce que vous réussissez à lever de l'argent pour les tumeurs neuroendocrines, alors que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui entendent ce mot-là pour la première fois? Il y a beaucoup de choses. Je pense que la chose que l'Association canadienne de tumeurs neuroendocrines, qui est une association de patients, fait très bien, c'est de jumeler les levées de fonds avec des campagnes pour augmenter la connaissance des tumeurs neuroendocrines. Donc, par exemple, une chose qu'ils ont fait, c'est d'aller dans les cafés pour la journée des tumeurs neuroendocrines, puis ils font des tasses de café qui parlent de tumeurs neuroendocrines. Donc, parlons de tumeurs neuroendocrines ou Let's Talk About NETs en anglais. Ils vont aller dans des Second Cup, dans des Starbucks, puis ils vont leur offrir pour la journée d'utiliser leur tasse. Et puis, que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent aller sur un site web faire un don. Donc, c'est un peu de jumeler les deux comme ça. Je trouvais que c'était une façon très intelligente de faire. On arrive dans le dernier segment de l'entrevue, donc c'est la section baguette magique de l'entrevue. Donc, si je te donnais une baguette magique pour changer une chose dans le système de santé canadien ou ontarien, immédiatement, tu ferais quoi? Je pense qu'on a besoin d'un peu plus d'efficacité.
Il y a beaucoup de silos dans le système de santé. On a besoin de les briser un peu, puis de travailler plus ensemble pour qu'on ait plus d'efficacité dans notre système. Il y a beaucoup de redondance et beaucoup de barrières, puis si on était capable d'enlever ça, on ferait encore mieux que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Je reprends la baguette magique, puis je vais t'offrir de rencontrer, prendre un verre ou un café selon l'heure du jour ou de la nuit avec n'importe qui dans le monde, que ce soit une personne vivante ou décédée. Ce serait quoi ton choix et pourquoi? Je pense que je prendrais un petit verre de vin rouge italien avec Nicolas Machiavel. J'avais lu Le Prince au cégep, dans le cours de philosophie. C'est un livre auquel je suis retournée fréquemment avec les notes de mon prof de philo dans la marge. Je pense que c'est un homme qui a une mauvaise réputation parce que l'adjectif qui est maintenant relié à son nom est plutôt péjoratif. Mais c'est quelqu'un qui semblait avoir très bien compris la nature humaine et comment utiliser la nature humaine à bon escient afin d'accomplir beaucoup de choses. Donc, je pense que j'aimerais bien pouvoir en parler avec lui. Utiliser la nature humaine à bon escient ou à ses fins personnelles? Mais justement, je pense qu'on vient au fait que parce qu'on parle de Nicolas Machiavel, on pense que c'est à ses fins personnelles, mais c'est pas nécessairement ça. Je pense que la philosophie de Machiavel, c'est de reconnaître l'être humain pour ce qu'il est et non pour ce qu'on aspirait qu'il devienne, puis de l'accepter. Comme un chat est un chat et un humain sera un humain. Puis une fois qu'on a accepté ça, on est capable de mettre en place des systèmes qui sont plus performants. Julie, en conclusion, avant de nous quitter, as-tu un conseil que tu laisserais à nos auditeurs? Ça peut être à des étudiants en médecine, des résidents en chirurgie. Par rapport à la carrière en chirurgie, moi, ce que je dis toujours aux étudiants en médecine qui veulent aller en chirurgie ou les résidents en chirurgie qui veulent faire de la chirurgie oncologique, c'est de s'assurer que c'est leur passion et que c'est leur seule passion, qu'ils ne se voient pas faire autre chose. Parce que je pense que c'est des carrières qui sont très, très, très demandantes, qui sont aussi extrêmement gratifiantes. Mais si on n'est pas passionné suffisamment, bien, le côté demandant va prendre le dessus, puis ça peut devenir très, très difficile. Donc, ça serait que c'est ça que vous voulez faire. Si vous ne voyez pas faire quoi que ce soit d'autre, bien, c'est la bonne chose pour vous. Puis il ne faut pas en avoir peur, il faut absolument y aller. Mais c'est peut-être un petit check à faire avant de commencer. Alors, Julie Alette, chirurgienne à Toronto, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à visiter notre site web baladosante.ca, baladosante.ca. Vous pouvez également visiter notre page Facebook. Je vous invite et vous encourage à vous abonner au balado. Sur le site web, vous pourrez laisser des commentaires. Je vous invite également à nous suggérer des invités, des gens dans votre milieu qui peuvent être du domaine de la santé ou qui peuvent être des utilisateurs du système de santé. Toutes les suggestions sont les bienvenues. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La santé au-delà des mots. À bientôt.